j'ai trouvé une source d'eau dans le désert de Chihuahua grâce à des données satellites gratuites. Grâce à mes leçons en hydrologie, géologie et utilisation d'engins lourds, j'ai des centaines d'heures de travail pour construire l'étang avant les orages. Ici, l'eau est tout. Lors d'une pluie typique, ce ravin peut transporter jusqu'à 52 millions de gallons d'eau. C'est largement suffisant pour transformer ce désert, mais en faire un étang permanent, c'est un pari à haut risque. Je risque d'aller à l'encontre de la nature, du temps et de mon budget. J'ai surmonté de nombreuses difficultés pendant des années pour faire de cet endroit une forêt désertique, chaque leçon m'y a conduit. Voyons si j'ai ce qu'il faut. Le problème, c'est que transporter de l'eau ici est un vrai cauchemar. Ce camion sert presque seulement à arroser la benne, consomme des ressources et me prend un temps précieux. Chaque réservoir qu'on amène ici, on en est reconnaissant, mais c'est aussi un rappel qu'il existe de meilleures options adaptées à mon temps et à mon budget. Et maintenant, avec les données satellites à ma disposition, je pense pouvoir prendre une décision intelligente. Actuellement, la région entre moi et Big Bend subit une sécheresse exceptionnelle. Il n'a pas plu plus de 2,5 cm ici depuis juin 2023. Nous sommes maintenant en mai 2025, donc ça fait presque 2 ans. Même sans avoir reçu de pluie significative sur ce ranch, l'année dernière, j'avais de l'eau qui coulait dans ce canal. Comment est-ce possible ? Les montagnes, et plus précisément, la région entre cette partie-là et cette partie-là, se déversent toutes ici. Ce lit de rivière asséché était la raison pour laquelle j'ai acheté la propriété. C'est documenté dès le premier épisode, avant toute action de ma part. Même en sachant que ce lit de rivière devait inonder chaque année, je n'avais ni donné séquette ni expérience pour le confirmer. C'était seulement une conviction. Et c'est parce que je ne connaissais pas le satellite spatial Copernic. L'Agence spatiale européenne offre toutes ces données complètement gratuitement. Ils ont des satellites qui orbitent autour du globe et tous les 3 ou 4 jours, ils prennent des images de chaque endroit sur Terre et l'une des choses principales qu'ils mesurent, c'est le niveau d'humidité dans le sol. Naturellement, j'ai tendance à surveiller l'humidité sur mes terrasses. En ce moment, elles sont de cette couleur jaune, mais comparé au reste du bassin versant, qui est orange foncé, c'est nettement mieux. Et souvent, quand je remonte dans le temps, je peux trouver des images où il y a un peu de verdure, comme ici. Le 29 avril, vous voyez que le travail réalisé sur les terrasses, barrages ou routes apparaît parfois en vert, selon l'irrigation, l'humidité et d'autres facteurs. Les changements de couleur sur l'image ne sont pas frappants, mais c'est un progrès. Et ce qui m'a presque fait tomber de ma chaise, c'est de voir les niveaux d'humidité énormes qui traversaient mon ravin central. Bien que je n'étais pas présent, les satellites enregistraient les données, ce qui me permettait d'estimer la quantité d'eau ayant traversé ma propriété. Vous voyez à quel point c'est sec ici en ce moment ? C'est sec comme un os. J'ai fait de nombreuses hypothèses, car ce n'est pas une étude scientifique et je ne suis pas ingénieur, mais je voulais estimer la quantité d'eau qui passe par le wash et savoir si c'est gérable. La règle générale pour estimer les débits, c'est simplement de regarder la taille du gravier dans le chenal d'eau. Et là où je travaille, c'est du gravier de la taille d'un pois. Donc oui, il y a des débits, et ça pourrait être dangereux si on restait coincé dedans à cause de la profondeur, mais rien qu'en regardant la taille des cailloux, on voit que le débit en lui-même est gérable et pas violent. Mais je voulais faire quelque chose d'un peu plus précis. Alors j'ai utilisé des outils du United States Geological Survey. J'ai pu consulter certaines données et découvrir que le bassin versant de mon wash central fait environ 10 km², ce qui correspond à peu près à 5 miles carrés. Ensuite, je ne sais même pas quelle entité propose cet outil, mais un hydrologue du NRGS me l'a recommandé. C'est RHEM, l'outil web du modèle d'hydrologie et d'érosion des parcours. La prochaine question est d'estimer la quantité d'eau qui s'écoulera dans ce chenal lors d'une forte pluie que j'évalue à environ 1,5 pouce. C'est plutôt optimiste mais pas excessif, car lors d'une pluie intense, on peut atteindre 3 pouces par heure. J'ai fait de nombreuses hypothèses fondées sur ma connaissance de ma propriété, mais cela m'a donné un chiffre plausible, comme base. Je n'essaie pas de trouver la réponse précise, j'essaie juste d'avoir une idée de l'ordre de grandeur. C'est un peu comme demander combien de temps quelque chose va prendre. Vous ignorez peut-être si cela prendra 60 ou 250 heures, mais c'est similaire à un projet logiciel. Je n'essaie pas de donner le nombre d'heures exact, j'essaie de donner un ordre de grandeur. Est-ce qu'on parle de jours, de semaines ou de mois ? Pour l'instant, je ne sais pas, il me faut faire des recherches.
J'ai passé bien plus de temps que nécessaire sur Google Earth et les cartes de mon drone à simplement les regarder. Et maintenant que je suis physiquement ici, la seule chose qui n'est pas prise en compte dans les données électroniques, c'est la composition du sol. J'aime marcher ici. J'ai des tas et des tas d'argile partout. C'est déjà empilé pour moi et ça fait de beaux murs qui peuvent servir à retenir l'eau. Je ne le saurais pas en restant assis devant l'ordinateur. Quand je fais l'analyse et que je regarde l'échelle de l'eau qui coule ici, c'est de l'ordre de centaines d'acres-pieds. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette unité de mesure, un acre-pied correspond à la quantité d'eau nécessaire pour recouvrir un acre d'eau sur une profondeur d'1 pied. Si vous êtes habitué au système métrique, cela correspond à un hectare recouvert de 12 cm d'eau. Maintenant, multipliez cela par au moins 100 et vous commencez à avoir une idée de la quantité d'eau que cela représente. Je ne suis sûrement pas la première à vouloir piéger l'eau dans un ravin comme celui-ci. Plusieurs endroits à Red Light Draw abritent des citernes à bétail construites pour les éleveurs. Il y a 2 ans, l'inspection des marchés et de la réglementation sanitaire m'a autorisé à accéder à leurs citernes à bétail, situées à environ 400 mètres de ma propriété et à une quinzaine de mètres d'ici, près de la frontière. Je suis allé là-bas pour observer la réaction du paysage à une grande source d'eau en remplissage constant. Comme elles sont conçues pour le bétail, leur conception est assez différente, donc elles ne sont pas faites pour être profondes. On veut que les vaches puissent y entrer, boire facilement sans risquer de se noyer. Ils essaient de capter beaucoup d'eau, mais de la rendre aussi accessible que possible au bétail sans mettre en danger la vie ou la santé des animaux. Comme c'est peu profond et qu'il faut de l'argile pour sceller, tout devient large et plat, comme un bol lisse. On voit un désert de végétation, puis autour, là où ce n'est pas scellé, il y a des arbres partout. Comme tout système, il y a des choix de conception. Quand on construit un bassin pour le bétail de 3 millions de gallons et 3 pieds de printemps de profondeur, ici en été, quand il pleut, l'eau disparaît en 4 mois au mieux. Ce n'est trop pas le bétail qui boit en tout, mais le vent et le soleil qui l'évaporent. Donc vous pouvez avoir un bassin rempli de 3 millions de gallons d'eau ou 13 millions de litres, et il disparaît en 4 mois sans même le pomper ou l'utiliser. Ça s'évapore. Je veux de l'eau permanente pour ma forêt désertique. Pour gérer ça, surtout au début, il faut de la profondeur. Nous perdons 2 à 3 mètres d'eau par an à cause de l'évaporation. Donc si vous voulez de l'eau permanente, cela signifie qu'il faut au moins 2 mètres de profondeur pour la conserver. Hier, quand j'ai eu l'idée en creusant les digues de retenue et en voyant toute l'argile sous la lame, je pensais à la façon dont j'aurais fait ça au début, où l'outil idéal aurait été une pelle mécanique de 10 tonnes. Et comme vous le voyez sur beaucoup de chaînes YouTube, quelqu'un achète simplement cette machine à 250 000 $ comme si de rien n'était et commence à l'utiliser. Je finance ce projet avec mon budget et les revenus YouTube, mais je n'ai pas des millions de spectateurs. Je dois absolument utiliser mon petit bulldozer. Ce sera plus long, mais c'est le seul outil que j'ai et que je peux pas réparer si besoin. Quand j'ai eu ce bulldozer, il tombait sans cesse en panne, environ toutes les 20 heures, flexible hydraulique ou joint de vairing sauté. Il n'était pas fiable. Les 8 premières semaines de l'année, nous avons travaillé sur la construction de routes, un travail que je n'ai même pas pu montrer sur la chaîne. Beaucoup de routes. Pour arriver à mon ranch depuis la route du comté, il y a 8,5 km de route privée, ce qui veut dire qu'honnêtement, je ne pense pas qu'elle ait été entretenue depuis qu'elle a été tracée en 1948. Je peux voir mon ranch et la route sur historicareals.com. Leur forme est identique. Je pense qu'elle a été ignorée pendant 60 ans et nécessité tant de travaux. Mais quand j'ai acheté une lame niveleuse et qu'on l'a mise derrière le bulldozer, ça a vraiment accéléré le travail au point que on pouvait raisonnablement en tout finir et au fait, on avait réglé tous les problèmes hydrauliques. Et maintenant, après avoir mis 100 heures de travail régulier sur le bulldozer, il semble que c'est une vraie bête de somme et qu'il est prêt pour un gros projet. L'eau est ma plus grande priorité et j'ai les ressources et l'équipement pour y arriver. L'eau en soi est une bonne chose, mais comme tout dans le monde, il en faut une certaine quantité. Nous manquons d'eau actuellement, mais debout dans ce lit de rivière lors d'une inondation, je serais mort. Des quantités significatives d'eau ici ne viennent que sous forme de torrents déchaînés. Construire un barrage est une entreprise très risquée, car s'il cède alors qu'il retient littéralement des millions et des millions de litres d'eau, si tout cela est libéré en même temps, c'est dévastateur. Mais j'ai tout de même l'expérience d'avoir construit 2 barrages, et, il faut l'admettre, ils n'ont pas encore été testés avec de l'eau à cause du manque de pluie, mais c'est ça, l'essence de la vie ici. Tu te prépares encore et encore, puis un jour, de bonnes choses arrivent. Mais il faut savoir attendre.
L'expérience de construire ce barrage a vraiment été importante parce que j'ai eu le processus d'être critiqué par les spectateurs. Des critiques positives sur des choses qu'on avait négligées, comme surtout la largeur et l'angle. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est à quel point il est essentiel que la base fasse 3 fois la hauteur. Dans ce cas, elle fait 7 ou 8 fois la hauteur. C'est exagéré car la dernière chose que je veux, c'est échouer ou provoquer une rupture de barrage, ce qui serait grave. C'est donc ça la valeur de l'expérience. Mais si vous faites partie de ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas encore creusé d'étang, eh bien la réponse c'est l'expérience et le budget. Ceci est un barrage, mais sans argile, pas d'étang. Mais là-bas, où je vais travailler, il y a de l'argile. Je n'ai donc ni à la payer ni à la transporter. Voici le sommet du barrage, ici un mur latéral et là un grand tas d'argile déjà présent. Si je peux l'utiliser, je ne sais pas à quelle hauteur je suis par rapport à toi, mais je pense que c'est près de 14 pieds. Et surtout, Tena, si je commence à prendre du matériau en amont et à le déplacer en aval, c'est-à-dire qu'avec le temps, je rends cette section plus profonde. Mon idée n'a besoin que de 3 murs. L'un d'eux est naturel, entièrement en argile, et il est déjà construit. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un grand gisement d'argile, la façon de le construire qu'on ne fait pas, c'est qu'il faut faire venir des camions bennes remplis d'argile, l'étaler partout, il faut qu'il y ait au moins 10 cm d'épaisseur. Ça implique de payer l'opérateur du bulldozer, le chauffeur du camion benne, et il faut aussi payer l'entreprise pour extraire l'argile et la mettre dans votre camion benne au départ. Ou si vous avez de l'argile là où il y a déjà de l'eau, c'est très économique. Donc maintenant, je comprends l'opportunité. Je sais que je le veux aussi profond que possible. Je dois faire ça avec un seul employé, un seul bulldozer, et finir avant l'arrivée des pluies de mousson. La haute saison, c'est juillet. Elle pourrait arriver d'ici quelques semaines. Ce n'est pas seulement le canal d'eau qui a inspiré cette idée au départ, c'était de voir de l'argile partout. Ces murs existent déjà, je devrais les utiliser. Je veux utiliser mon niveau laser pour décider plus intelligemment, donc c'est cette colline-là. Cette colline est un dépôt d'argile. Et la raison, c'est que je connais la géologie et que je conduis le bulldozer. Donc, quand je regarde ce petit chemin que j'ai coupé juste pour pouvoir conduire le bulldozer, il y a beaucoup de limon ici, mais cette partie juste là, c'est de l'argile. Et quand on arrive à cette colline, la raison pour laquelle elle existe, c'est parce que l'argile est plus dense que le sable. Et donc quand l'eau passe ici et emporte tout, l'argile résiste beaucoup plus à l'érosion que le sable. Et il reste ces collines, ce qui est incroyable parce que l'argile, c'est ce dont j'ai besoin pour rendre ça étanche. J'ai déjà l'altitude. Maintenant, je veux aller marquer le sommet de cette colline, pour voir si elle est au bon endroit. Parce que ma limite de propriété est juste à quelques mètres après cette rampe d'accès là-bas. Et ce que je ne veux surtout pas, c'est que l'eau refoule au-delà de la limite de propriété. Je dois m'assurer que, peu importe le mur que je construis de ce côté, l'eau puisse contourner la structure que je construis et non pas passer par-dessus et la détruire. D'accord, là tu regardes cette colline. Je vais prendre le trépied et le laser et les installer assez près du sommet de la colline. Ce n'est pas obligé d'être ici, mais je ne veux pas non plus me soucier de la distance. Ce laser a une portée maximale de 500 pieds avant d'être hors tolérance, mais je pense que c'est ici, concrètement, que je peux faire refluer l'eau jusqu'à la limite de propriété sans inonder mes voisins. J'ai une main libre, venez avec moi. Non, je n'avais pas de main libre. J'ai besoin du piquet de nivellement pour marquer l'endroit où je travaille. Cet endroit juste ici ira très bien. Installons ce galet-là. Je ne vais pas vous faire écouter ça. Je n'ai pas envie de l'entendre non plus. D'accord, c'est ici que va le piquet de nivellement. Voilà, allons faire une promenade, comme ça tu pourras te rendre compte de l'échelle. Je veux de l'eau, pas plus près que 3 pieds du bord. Donc, pour que je marque l'endroit exact où je pense avoir assez de place, pour concevoir le système de reflux et rester dans le canal, je perds clairement plus de 3 pieds quand j'arrive ici. Alors, retournons là-bas et faisons ça.
J'ai marqué le niveau ici, là où ça bip. 3 pieds, c'est exactement ici. Chaque pied que je cède sur ce mur me fait probablement économiser des centaines, voire des milliers de mètres cubes de matériaux. Je dois perdre 6 pieds entre ici et là-bas pour ne pas dépasser mes limites. Je veux vraiment tout utiliser, mais je veux aussi me fixer un objectif réaliste. Donc je vais utiliser ce que j'ai appris pendant cette marche pour réajuster l'objectif. Ici, je n'ai presque pas besoin de déplacer de matériaux pour atteindre le niveau réel de l'eau. Donc cela signifie que cette zone devrait déjà être à quelques centimètres d'être étanche. Je vais m'assurer absolument de construire ce mur aussi épais que possible, de façon réaliste. Cela signifie que la norme minimale est un rapport de 3 pour 1 entre la hauteur et la largeur. Et cela signifie aussi que si nous pouvons faire plus et nous rapprocher d'un rapport de 4 pour 1, puisque nous ne sommes pas des experts d'extinction en barrage, je veux viser bien plus haut que nécessaire, parce que je préfère en faire trop que pas assez. Pas assez, c'est trop risqué pour tout ce qui se trouve en aval de moi, donc je veux m'assurer de réussir. Éteignons ce laser et... Tu sais, les murs sont énormes, et j'étais vraiment intimidé en me tenant là-haut. Mais maintenant que je vois la ligne d'eau, ça me paraît plus gérable en termes de quantité totale de matériaux. Ça ressemble à un projet de taille appropriée pour ce bulldozer, alors qu'avant ça me semblait optimiste. Maintenant que je sais que je suis satisfait de mon emplacement, je vais aller chercher plus de piquets. Je ne m'occupe pas des contours, je veux juste construire le mur le plus court, donc on ira de A à B avec le bulldozer et on commencera à pousser. Et je ne vais pas vraiment construire le barrage, je vais juste marquer le tracé pour Brandon, afin qu'il sache quoi construire. Je dois juste revenir avec un piquet de plus pour obtenir la bonne hauteur, la hauteur du mur. Ainsi on obtiendra notre profondeur en érigeant des murs élevés. Ça me paraît juste, j'aimerais être plus confiant, mais je dois juste le faire. Il est 9 heures du soir. Je suis assis dans ma cabane à douter de moi-même, et je suis vraiment excité d'avoir le lien pour la carte du drone. Je n'ai pas noté le point système de positionnement global où j'ai mesuré la ligne d'eau, mais en l'estimant ici, cela correspond à ce que j'ai fait sur le terrain. Maintenant, je m'assure simplement que le canal d'eau que je vais pouvoir creuser, parce que toute cette zone est vraiment plate, je devrais pouvoir faire confortablement le canal d'eau autour du mur du barrage, en gros le déversoir, assez grand pour gérer le débit. Mais il va être vraiment important que je le fasse beaucoup plus grand que ce que je pense nécessaire. J'ai travaillé pendant 1 heure et je peux dire que je perds un peu mes repères. Donc je vais faire quelque chose qui est vraiment difficile pour un nouvel opérateur. Je vais arrêter de travailler, prendre un peu de temps pour aller chercher des piquets afin de m'assurer de ne pas perdre de temps à déplacer du matériel que je n'ai pas besoin de déplacer.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sur le bulldozer, assez pour m'inquiéter du carburant. La jauge ne marche pas, donc si tu tombes en panne avec un diesel, ce n'est pas dramatique, mais c'est très embêtant. Purger les conduites de carburant est un entretien inutile, donc à éviter. Mais je vais monter ici et juste voir où j'en suis. J'ai clairement des parties du mur qui dépassent ce niveau de 3 pieds, et au moins ici, ça a l'air assez large pour que je puisse probablement l'aplanir avec un bulldozer. Pour un mur de 3 pieds, c'est correct. Il mesure environ 15 pieds de large. Il faudra peut-être l'abaisser un peu, mais on verra. C'était beaucoup de matériaux. Oh la vache. Je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas de grands fans de gros engins, ou que ce n'est tout simplement pas un domaine qui vous intéresse, mais je veux vous montrer le problème, très brièvement, pour que vous compreniez ce que c'est d'être ici. D'accord, voilà à quoi une chenille devrait ressembler. Vous devriez voir un affaissement au milieu. La distance entre ici et ici devrait avoir une chute de 5 cm ici. C'est comme ça que ça doit être. De ce côté, c'est incroyablement tendu. Les patins ne bougent même pas. C'est mauvais. Je pensais que Brandon avait mis trop de graisse sur la chenille. Je suis allé voir, il a retiré le graisseur et tenté d'enlever la graisse, mais elle ne sort pas. Je ne doute pas qu'on puisse réparer, mais c'est un vrai souci. Je ne peux pas rouler avec la chenille aussi tendue. Mon pignon n'a plus qu'environ 15% de durée de vie inutile d'accélérer son usure. Ce serait une façon de détruire un train de roulement. Donc je suis à l'arrêt. Je voulais avancer davantage sur les étangs, mais il y a ici un aspect positif que je souhaite vous montrer. Voici donc l'étang tel que je l'ai laissé. Vous pouvez voir la partie supérieure où je retirais de la terre, puis je poussais vers le bas de la pente et je faisais ce grand mur là-bas. Et puis c'est là que j'ai cru être à court de carburant, alors nous sommes partis faire la maintenance, j'ai simplement conduit le bulldozer, je l'ai garé là où vous l'avez vu, on a refait le plein, et ensuite Brandon a découvert que la chenille ne se desserrait pas. En fait, ça s'est même aggravé après qu'il ait essayé de le conduire un peu, et c'était sous mon encouragement, donc voilà. Mais ça m'a donné le temps de réfléchir à certaines choses. Encore une fois, pour le contexte, voici le barrage, et puis quand je regarde vers le nord et à gauche, vous voyez le canal. L'idée d'essayer de bloquer ce canal de façon permanente ne me plaît pas du tout. En examinant les données satellites et les cartes du drone, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de canal assez grand pour détourner l'eau. Donc à la place, on peut construire un barrage, comme le barrage de contrôle fait avec le bulldozer, dans le sens où ce n'est pas grave s'il cède, parce que vous pouvez voir la taille de ce gravier, c'est la plus grosse pierre du lit. Voilà, aucune de ces pierres n'est énorme. Il y a un débit d'eau significatif, mais ce n'est pas gigantesque. Et la plupart du gravier, c'est à ça que ça ressemble, d'accord? Ce ne sont pas de gros cailloux. Donc l'idée, et je vais devoir encore utiliser le niveleur laser, c'est que on peut pousser du matériau et on peut en fait concevoir un barrage qui cédera si le courant est trop fort, et si cela arrive, il n'y aura pas une quantité catastrophique d'eau qui aura été retenue puis relâchée. Et si on a un mur de barrage quelque part ici, et qu'on peut littéralement élever le niveau de l'eau du gravier jusqu'en haut de cette berge, on peut concevoir un canal qui s'écoule dans ce premier petit étang. Donc, il faudra qu'on enlève une partie de ça. Mais nous faisons couler de l'eau par ici. Et elle s'écoule dans l'étang. Ce qui veut dire que nous pouvons mettre un mur là-bas. Et nous construisons un mur ici, et nous faisons tout notre possible pour nous assurer que l'eau courante ne coule jamais de ce côté-là. Elle ne coule que de ce côté-ci, dans l'étang. Ensuite, normalement, nous déplaçons 10 fois plus de terre que ce que vous voyez ici. Ce mur, avec moi ici en bas, je mesure 1,78 m. Il est facilement à 3 mètres au-dessus de moi. Je veux dire à partir de mes pieds. Alors,
Mais si on regarde de ce côté, l'étang va remonter en pente, donc l'eau montera ici au fur et à mesure qu'elle remplira. Et ce que j'ai remarqué sur les cartes de courbe de niveau, en particulier grâce aux cartes prises par drone, c'est que ça s'écoule dans un bassin versant plus grand, et que c'est une opportunité bien plus intéressante parce que ça peut suivre une courbe de niveau ou une rigole, un peu comme le chemin que je suis en train de suivre. Et il faudra que ce soit un peu sinueux et très très soigneusement mesuré pour garder son élévation. Mais alors qu'on s'écoule par ici, puis qu'on commence à revenir de ce côté en suivant la courbe de niveau, regardez à quel point ça descend profondément, tout seul. Je vais utiliser la carte des courbes de niveau pour définir précisément le tracé. Mais regarde, je veux dire, il suffit juste d'un petit muret, selon l'endroit où on déverse l'eau. Il n'y a pas beaucoup de terre à déplacer ici, et c'est quand même pas mal plus profond. Et puis, selon les opportunités, regarde la taille de ces murs. C'est que de l'argile. C'est un énorme dépôt, donc obtenir quelque chose qui fera plus de 2,50 m de profondeur semble tout à fait possible. Mais je me sens bien mieux avec ce plan parce que, en marchant sur le site, il semble probable que je puisse faire un barrage sûr, conçu pour céder, afin de relever le niveau de l'eau dans mon premier étang que j'ai déjà commencé, puis, en utilisant mon niveau laser, construire des baissières pour détourner tout excès vers un étang bien plus grand. Et la façon de contrôler le risque catastrophique, c'est directement dans le ravin lui-même. C'est comme une prise d'air. Tu ne peux pas faire entrer plus d'air que ce que l'admission supporte. C'est pareil pour l'idée de construire un barrage là-bas. Ce petit barrage menant à l'étang ne pourrait avoir qu'une taille limitée. Donc si ça échoue, tu n'auras pas d'inondation catastrophique. Et ce n'est pas près des eaux de crue déchaînées. On peut utiliser les changements d'élévation pour faire serpenter l'eau et la mettre à un endroit où il y a effectivement de l'argile et où on est loin des flux les plus puissants, là où on peut gérer le risque et, espérons-le, atteindre la profondeur nécessaire pour garder cette eau, idéalement de façon permanente, mais au moins pendant très longtemps, pour lutter contre le vent et le soleil qui risquent d'évaporer et de voler toute l'eau que je vais me battre si fort pour conserver. Laisse un commentaire sur le plan, mais je sais que tu le feras déjà. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans le prochain épisode.